Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, deuxième volet d'une conférence animée par Marc-André Sellos qui intervenait pour Regard Croisé à Nantes le 12 janvier 2026. Le thème de son intervention, les sols peuvent-ils être les super-héros du climat ? Marc-André Sellos est un biologiste et vulgarisateur français spécialisé en botanique et mycologie. Il a travaillé sur la symbiose, en particulier dans les domaines de l'évolution et de l'écologie. Membre de l'Académie d'agriculture de France depuis 2016 et de l'Institut universitaire de France depuis 2022, il préside depuis sa création en 2019 la fédération BioG, qui réunit des académies et des sociétés scientifiques pour remettre les savoirs et les démarches de la biologie au cœur des questions sociétales et au service du citoyen. Nous l'écoutons. Moi, je vais vous donner une autre solution, mais avant de vous la donner, je voudrais vous dire un truc. Le carbone contenu dans la matière organique du sol, à l'échelle du globe, c'est l'équivalent de 2 fois le carbone du CO2 de l'atmosphère. C'est l'équivalent de 3 fois le carbone contenu dans tous les êtres vivants. Le principal stock de carbone sur Terre, il est dans le sol. Ça vous donne pas une idée ? Pas d'utiliser le sol pour stocker du carbone. Si vous mettez de la matière organique dans le sol, le temps qu'elle se dégrade, le CO2, il sera sous forme de matière organique dans le sol, pas sous forme de CO2. Ça, c'est une initiative française qu'on appelle le 4 pour 1000. Alors ça m'amuse parce que je suis venu parler du 4 pour 1000 il y a 1 an à Nantes, dans un séminaire pour des élus. L'idée est la suivante. Alors attention, c'est un calcul sur le papier, je vous montrerai les limites après. Si chaque année vous augmentez la teneur en matière organique des sols, la quantité de matière organique de tous les sols du globe, de 0,4%, soit 4 pour 1000, et bien cette matière organique, c'est autant de CO2 qu'il n'y aura pas dans l'atmosphère, elle annule, elle compense l'émission de gaz à effet de serre de l'année en question. Ça vous montre la force du truc. 0,4%, c'est pas beaucoup. Alors, soyons clairs. C'est une façon de résoudre le problème déjà passé, c'est pas une raison pour continuer. Deuxièmement, il y a des sols où ça marche pas. Soit parce qu'ils sont trop loin, on va pas les mettre de la matière organique en Patagonie. Soit parce qu'ils sont très aérés, vous savez, genre sol sableux. Là, c'est respirer très vite, ça stocke pas, ça reste pas. Et la dune du Pilat, le sable, il est blanc. Donc, il y a des sols où on peut pas, et il y a des endroits où on peut pas. Deuxièmement, on n'aura jamais assez de matière organique pour faire ça sur toute la Terre. Mais pourquoi pas le faire partout où on peut ? Parce que quand on aura stocké du carbone dans le sol, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Ce sera toujours du sol et vos enfants, ils pourront faire de la betterave, du blé. Vous n'aurez pas préempté l'utilisation de l'espace. Bien au contraire, vous le verrez tout à l'heure, vous aurez amélioré le sol, parce que cette matière organique, elle améliore le sol. Donc, voilà, le 4 pour 1000, on le fera jamais à 4 pour 1000 partout. Mais c'est un des outils, et c'est un outil totalement méconnu, et c'est celui qui abîme le moins, ou qui décide le moins pour la génération suivante. C'est emmerdant, parce que la solution essentielle, qui agit d'ailleurs sur le réservoir essentiel, 2 fois le carbone de l'atmosphère, 2 fois tout le carbone de la masse vivante sur Terre, il est méconnu et pas utilisé. Et cette initiative-là, qui fait que la France est connue dans le monde entier pour être le seul pays à le faire, elle n'est pas obligée de le faire beaucoup pour être en tête du peloton. Elle le fait un peu pour la forme, de façon à ce que nos présidents puissent faire les fiers dans des réunions sur le climat, mais elle le fait quand même pas beaucoup. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour faire un maximum, Parce que c'est gentil de dire qu'il faut mettre de la matière organique dans le sol. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire arrêter les conneries. Les conneries, c'est 2 choses. 1, labourer. J'y reviendrai tout à l'heure. Quand vous labourez, vous rajoutez de l'air, la matière organique disparaît plus vite, vous refaites du CO2. Alors vous allez me dire comment ? On va y venir. Parce qu'on aura une autre raison de ne pas labourer tout à l'heure. Deuxièmement, ne pas laisser le sol nu en hiver. Vous plantez des trucs qui poussent, et à la saison, vous détruisez. Mécaniquement, ou même avec du glyphosate, on va y reparler tout à l'heure. Même si, honnêtement, ça pose quand même un problème, le glyphosate. Mais vous détruisez, le bilan, c'est que vous amenez 0,1 à 10 tonnes de carbone par hectare et par an. Et vous savez quoi ? Il y a des crédits carbone. Vous pouvez empocher entre 40 et 100 euros à l'hectare.
Alors ça ne sauve pas une exploitation complètement, parce que les crédits carbone ne sont pas au bon prix, mais pour le budget agricole, c'est peut-être une idée, ça. Vous y êtes? En plus, votre sol s'érodera moins, etc. C'est une autre histoire. Mais donc, les cultures intermédiaires, et vous ne les mettez pas dans un méthaniseur, hein, vous les mettez dans le sol. Vous pouvez faire des cultures pour des méthaniseurs, mais vous pouvez faire aussi juste des cultures pour enfouir dans le sol. Bon. Alors ces cultures, vous pouvez cultiver plein de choses, et notamment mettre dedans des plantes fixatrices d'azote, comme ces petites vestes qui traînent là, parce que comme ça vous fera autant d'engrais en moins à mettre l'année suivante, au passage. Parce qu'en se décomposant, des engrais verts, oui, vous avez raison, les légumineuses, on les appelle aussi engrais verts, parce que quand elles se décomposent, ça fait de l'azote. Bon. Alors, je dis pas que ça fera tout l'azote, et puis il y aura le phosphate et le potassium à gérer, hein, mais simplement, au passage, on aura moins d'azote à mettre. Bien. La deuxième chose, c'est d'amener le plus possible les engrais sous forme organique. C'est de la merde animale. Et c'est là qu'on voit que les animaux peuvent payer leur dette climatique. C'est que comme ils chient, il n'y a qu'à mettre leur chure dans les champs. Alors, et c'est ce qu'on fait? Non, parce que en France, quand même, la plupart... Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, hein, mais souvent, ça part dans un méthaniseur. Et oui. Alors, c'est bien, sauf que votre méthaniseur, vous faites du méthane que vous brûlez, ça fait du CO2 tout de suite. C'est pas du nouveau CO2, ça c'est bien, c'est du CO2 qui vient de... Mais le temps de stockage est d'1 an. Contre, en moyenne, 150 à 10 000 ans dans le sol. Oui, il l'étale dans les champs, mais c'est tout de suite incorporé. S'il y a des vers de terre, ils viennent chier par-dessus et hop. Donc, ça, c'est ce que fait l'agriculture biologique. Et puis, il ne faut pas oublier l'animal qui fait le plus de fumier en France. C'est vous. Est-ce que les 100 à 150 kilos de déchets de cuisine que vous faites chaque année, directement ou en allant au restaurant, est-ce que ça retourne dans le sol? Bien trié, hein? Est-ce que ça retourne dans le sol? Non, pas du tout. Ça passe dans la poubelle générale et c'est brûlé. Et quand ça passe au composteur, petit 1, des fois le composteur finit dans un méthaniseur. Et pourquoi pas, hein? Moi, ça me gêne pas qu'on méthanise un peu, mais est-ce qu'on a bien pensé éventuellement aussi à la possibilité de mettre ça dans les champs? 2, vous perdez l'azote et le phosphate souvent, hein, quand c'est dans les cendres de stations d'épuration, de stations d'incinération, vous avez perdu l'azote et le phosphate. Et puis quand vous avez composté, on composte quoi en pourcentage de nos déchets? Moi, je vois le point de collecte de compost qu'il y a à Paris dans mon quartier. C'est pas possible que tout le monde récupère ses ordures, sinon il serait saturé. Alors peut-être que vous avez un jardin, mais ça c'est de la petite semaine. Ce qu'il faut, c'est sortir des grandes villes une poubelle brune régulièrement, tous les jours. Et ça ne sauvera pas le monde, mais ce sera une petite pierre qui, avec une forêt et une réduction de production de CO2, fera un cocktail. Mais dans ce cocktail, aujourd'hui, il manque la colonne vertébrale, qui est la gestion des sols. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on peut mettre dans le sol qui va séjourner très longtemps, parce que là, pour le coup, ça se décompose pratiquement pas. C'est de la matière organique carbonisée, des charbons de bois, les biochars. C'est ce que faisaient nos anciens quand ils vidaient leur cheminée dans les champs, hein. Et ça, le charbon, personne n'en mange. Et en plus, le charbon, regardez, ça améliore tout. Ça améliore la productivité des plantes, le taux de photosynthèse, la rétention d'eau, la masse racinaire, la longueur racinaire, la quantité totale de bactéries, de champignons, la matière organique du sol, le phosphore. Il n'y a pas de limite supérieure. Le vrai problème, les amis, c'est que le charbon fait maison, genre qui a sommeillé sous l'âtre pendant 3 semaines, ça, c'est stable, c'est bon. Le charbon fait industriellement, en minimisant la quantité d'énergie qu'on met, ça contient encore des hydrocarbures, ça fabrique des hydrocarbures polyaromatiques. Et aujourd'hui, on n'a pas encore une législation qui sait vraiment déterminer, parce que techniquement, on ne sait pas déterminer, qu'est-ce que c'est que les requis techniques d'un biochar fabriqué à grande échelle. Pour vos âtres, vous pouvez continuer. Mais personne ne va retirer des morceaux de charbon pendant 3 mois dans une usine avant de les mettre au champ. Le but, c'est de faire vite avec le moins d'énergie. Et le risque, c'est que ce ne soit pas assez carbonisé et que ce soit bourré de toxines de combustion incomplète. Vous y êtes? Donc le biochar, super perspective, parce qu'on sait que quand c'est bien fait, ça améliore à peu près tous les paramètres de la vie du sol et du fonctionnement du sol, mais pas n'importe quel biochar, et ça reste à optimiser, mais c'est une piste d'avenir, oui.
Bon, vous voyez que le sol peut être une solution. Ça va pas sauver le globe, mais ça va nous aider à le sauver, parce que c'est un des endroits où on peut stocker de la matière organique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est durablement, pas éternellement, mais durablement stable dans le sol. Et il faut absolument qu'on se réapproprie ça, parce que le sol, pour l'instant, il empire l'effet de serre. C'est en gros 1/3 de l'effet de serre produit par l'agriculture jusqu'à votre assiette, transport compris, la gestion du sol. Et l'alimentation, c'est 1/3 de notre effet de serre. Alors vous me dites que c'est 1/3 d'un tiers, bon, okay, c'est déjà trop. Alors que ça peut être une solution. Bon. Je fais le cycle de l'eau, parce que c'est l'autre problème qu'on a. Avec le changement climatique, on a souvent des changements de comportement de l'eau. Alors, dans le désert, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de sol, donc l'eau, elle ruisselle. Elle s'en va tout de suite. Elle s'en va tout de suite, elle emmène tout un tas de gravats. Il y a une espèce des oueds qui se forment avec des espèces d'anastomoses. Ça s'est inondé pendant 5 minutes et puis ça disparaît. Ça disparaît tellement vite, ça ruisselle tellement vite, l'eau, qu'il n'y a que 20% de l'eau qui a le temps de s'évaporer. Le reste s'en va comme une lame. Alors, il pleut pas souvent, mais quand il pleut, ça fait des inondations. Voilà. Mais c'est vrai que ça pleut pas souvent. Chez nous, quand il pleut, ça fait des rivières. Pourquoi ? Parce que l'eau pleut sur les trous qu'on a faits. Donc ça rentre dans le sol, ça rentre dans les trous, et le temps que ça trouve la sortie des gros trous, ou le temps que ce soit retenu par les petits trous, l'eau, elle reste dans le sol. Et ça permet aux plantes, d'ailleurs, de se nourrir, parce que l'eau reste un certain temps dans le sol, elle s'échappe pas tout de suite. Alors les plantes évaporent de l'eau, elles en évaporent beaucoup. 1 hectare de forêt de chez nous, ça évapore 30 tonnes d'eau par jour. Alors, ça paraît énorme, mais c'est parce qu'un hectare, c'est grand. Si vous raisonnez en millimètres de pluie, ça fait une pluie de 3 millimètres sur tout l'hectare. Et vous savez qu'en France, il y a 200 jours de végétation par an. L'hiver, il n'y a pas de sève qui circule. En France, donc, pour avoir une forêt, il faut 600 millimètres d'eau de pluie. 200 jours de végétation, 3 millimètres d'eau de pluie par jour, il faut 600 millimètres d'eau pour avoir une forêt. Alors, ça s'évapore, et le truc génial, c'est que qu'est-ce qu'elle fait l'eau quand elle est évaporée ? Elle repleut, puis elle se réévapore, elle repleut, elle se réévapore, elle repleut, elle se réévapore. Le long des grands courants d'air, vous avez de l'eau qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Alors, à Nantes, évidemment, l'eau qui pleut, c'est de l'eau de l'Atlantique, à 100%. Mais en moyenne en France, 70% de l'eau qui pleut en France s'est évaporée déjà une fois. Rien qu'en France. Et pourtant, on est près de l'Atlantique. C'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, vous créez des rivières atmosphériques le long des grands courants d'air, notamment celui qui passe au-dessus de l'Amazonie, où l'eau monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Parce que sur les écosystèmes terrestres, l'eau est retenue dans les sols et évaporée par les plantes. 80% de l'eau repart par évaporation. Juste l'opposé du désert, où c'était 20% qui s'évaporait et 80% qui ruisselait. Alors, évidemment, il y a tout ce qui ruisselle vers les nappes et vers les rivières. C'est donc 20%. Allez, je vais être honnête, 20 à 40%. D'accord ? Et l'évaporation, c'est 60 à 80%. Bon. Et ce ruissellement va vers les nappes, mais il va aussi entretenir les rivières entre deux pluies et les empêcher de déborder trop quand il pleut. Bon, quand il pleut beaucoup, c'est la catastrophe, bien sûr, mais c'est quelque chose qui va tamponner les crues et soutenir les étiages. Vous y êtes ? Mais ça, c'est parce qu'il y a des sols. Il n'y a pas une inondation après la pluie, puis plus rien. Il y a des rivières. Évidemment, quand on imperméabilise trop les sols, on amplifie le risque que des grosses pluies fassent des inondations. Alors, maintenant qu'on a compris que le climat, au sens effet de serre, mais aussi localement, le cycle de l'eau dépend des sols, on va voir si on gère tout bien. Je ne vais pas vous parler de tous les problèmes des sols et je vais mettre de côté la question des problèmes des pesticides. C'est pas que je ne vais pas l'évoquer, c'est une vraie question. Vous avez vu, j'ai quand même à mot couvert dit qu'il y avait un problème, donc je n'ai pas poussé là. Mais j'ai pas le temps de vous parler de ça. Je vais vous parler du sol par rapport au climat et revenir sur cette histoire de labour et vous montrer à quel point le labour est un désastre. Alors je sais, les gens me regardent en souriant et disent Marc-André, on voit bien qu'il est au muséum, mais il n'est pas agriculteur. Faux. Marc-André, quand il était petit, il a fait les foins, il a fait les battages, il a rentré les vaches, il les a traits, d'accord, il s'occupait de nourrir les porcs. Ok ? Donc pas de leçon à recevoir. Non, mais parce que c'est vrai que moi j'ai eu la chance de connaître le milieu agricole de très très près, en polyculture élevage à Belle-Île-en-Mer, je peux vous dire, dans les 70. De quoi ?
Ah, est-ce que ça se sait, vous le savez, je ne sais pas si tout le monde le sait ici, mais une remarque, ça se sait depuis un certain temps, parce que par exemple, les précolombiens, ils n'avaient pas de fer, donc ils n'avaient pas de charrue, ils n'avaient pas d'animaux de trait. Ils ont fait des cités colossales, les précolombiens, sur une économie agricole sans labour. Donc ça se sait depuis longtemps dans certaines régions, parce qu'en fait, dans ces régions-là, ça ne se savait pas qu'on pouvait labourer. Alors, on reviendra là-dessus. Le labour n'est pas une mauvaise idée au début. Hein. C'est après que ça se complique. Vous remarquez que le labour, ça tue. La preuve, c'est que ça désherbe. Et c'est une de ses fonctions. Ça tue une plante qui a un tiers sous terre. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes complètement sous terre? Vous êtes 3 fois plus mort. 3 fois plus mort que mort, c'est mort. Là, vous avez tous les animaux qui sont en train de se faire bouffer ou qui vont sécher parce qu'il y a de l'air qui rentre dans le sol. Mauvais, ça. Mais je vais vous dire, quand je vois ça, et c'est même pas un labour, ça, c'est juste un travail du sol avant semis. Hein. Quand je vois ça, moi, j'ai surtout mal aux champignons. Vous imaginez le délicat petit réseau de filaments microscopiques? Eh bien, ça manque pas. Dans les sols labourés, il y a des espèces de champignons qui disparaissent. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais de ronde sorcière dans un sol labouré. C'est dans les forêts, c'est dans les pâtures, mais jamais, ou dans les jardins, mais jamais quand c'est labouré. Donc, non seulement il y a moins de champignons, mais en plus, il y a des espèces qui disparaissent. Après, les bactéries, elles sont tellement petites qu'elles s'en foutent. Elles ne voient même pas ce qui se passe. Elles sont dans les grumeaux. Elles, au contraire, il y en a plus, pour 2 raisons. 1, il y a plus d'oxygène, donc vous avez des bactéries qui demandent plus d'air, qui arrivent à se développer quand même, alors que sinon, elles manqueraient d'air. Et puis, comme il y a des champignons qui disparaissent, c'est des concurrents qui disparaissent. Et il y en a qui n'arrivaient pas à s'installer à cause de certains champignons, quand les champignons sont morts, elles s'installent. Donc, c'est vrai que si vous pensez encore que la biodiversité, c'est une liste d'espèces, vous allez me dire, Marc-André, quand je fais un total, il y a autant d'espèces. Et peut-être que tu aimes bien les champignons parce que c'est ton problème dans la vie, mais on s'en fout de la liste. Ce qui compte, c'est les fonctions. Est-ce que les bactéries vont faire des mycorhizes? Vous vous souvenez des mycorhizes? C'est quelques espèces de champignons qui vont s'associer aux racines et les aider à se nourrir. Non. Ça veut dire que le sol fonctionne différemment. Et notamment, il fait moins de mycorhizes, mais surtout, comme il y a plus de bactéries, il respire plus. D'où le fait que vous perdez de la matière organique. C'est les bactéries qui survivent au labour qui font ça. Regardez les teneurs en matière organique. Les ronds sont d'autant plus gros que les sols de la région contiennent de la matière organique. Regardez la teneur en matière organique de différentes régions de France. Vous voyez très bien, le bassin aquitain, il n'y en a pas beaucoup. Je récupère mon pointeur, vous l'avez là. Le bassin aquitain, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup dans la forêt des Landes. Les pâtures de Bretagne, il y a plein de choses. Les pâtures de Normandie, oui, les pâtures, pas labourées. Les bestioles, qu'est-ce qu'elles font? Elles broutent. Les racines meurent, ça repousse, ça refait des racines, les bestioles broutent, les racines meurent, une pâture, ça enfouit du carbone à fond, c'est comme une forêt. Ça, c'est trop génial. Par contre, le bassin parisien, c'est la catastrophe. Sauf la forêt de Fontainebleau et la forêt de Chantilly. On voit les forêts. Plaine du Rhin, catastrophe, sauf les grandes forêts rhénanes. Limagne, Saône, Rhône, PACA, Languedoc-Roussillon. Les sols agricoles français avec le labour facile lié au carburant, ils ont perdu 50% de leur matière organique, la moitié de leur matière organique depuis les années 50. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est grave? Alors on a vu que climatiquement, tout ça, ça devient du CO2. Donc c'est grave climatiquement. Mais c'est plus grave, et pour vous le faire comprendre, je vous ai amené un petit morceau de matière organique de Paris. Mais bon, je ne voulais pas me salir les mains, voilà. C'est quelque chose qui a les mêmes propriétés que la matière organique du sol, mais qui n'est pas du sol. Voilà. Alors, je sais que vous ne l'avez jamais fait, mais comme je vous soupçonne de l'avoir déjà fait, je crois que vous connaissez l'histoire. Ça, d'abord, ça contient de l'eau. Vous pouvez toucher? Ça contient de l'eau. La matière organique du sol, elle retient l'eau. Et quand on perd la matière organique du sol, on perd quelque chose qui retient l'eau à la fois parce que ça stabilise les trous, mais parce qu'en soi-même, ça pompe de l'eau. La deuxième chose, c'est que, vous ne l'avez jamais fait, je sais, mais quand on vous l'avez fait, après, c'est dur, ça colle. Hein. C'est un agent anti-érosion. Donc, vous perdez un outil pour retenir de l'eau. Dommage dans un pays dont les étés deviennent secs. 1% de matière organique de plus, ça retient au moins 10 mm d'eau. Et dans certains sols comme ceux de votre région, plutôt 20 mm. L'équivalent d'une pluie de 20 mm. Alors évidemment, ça fait que 2-3 jours pour un champ.
Et mieux vaut de 3 jours que pas de 3 jours. C'est important ça. Parce que ce que ça veut dire, c'est que mon 4 pour 1000, il est bon aussi pour retenir l'eau. Ah ah. Et donc pour mes enfants, non seulement je n'ai pas décidé de ce qu'ils allaient faire, mais en plus en termes de sol, leur sol fonctionnera mieux. Et puis l'autre chose, c'est que, regardez ce ruisseau, il vous choque ou pas? Il est en zone agricole. Bon, il est un peu gris, hein. Celui-là vous a pas choqué tout à l'heure. Ça c'est en forêt, c'est pas labourer une forêt. Il y a toujours un peu d'érosion. Mais quand on laboure, il y a moins de matière organique, le sol est moins collé, vous vous souvenez? Il y en a encore là, si vous voulez voir, c'est collant. Hein. Et donc, mais cette image-là est une vraie image parce qu'en fait, il y a beaucoup de polysaccharides et de choses comme ça. Même en termes chimiques, on n'est pas très très loin du compte quand on fait la comparaison entre la morve et la matière organique du sol. Mais peu importe. Le truc, c'est que donc votre sol colle moins. Et en plus, il est nu à cause du labour et déstructuré. Qu'est-ce qui se passe? Il s'érode, tenez-vous bien, en moyenne 10 fois plus vite. Ça, c'est le taux d'érosion normal. Ça, on y est relativement habitué parce que, ma foi, on a souvent de l'activité agricole et que le sol se déstructure. Et puis on arrive à des points où le sol est tellement pas autocollant, cohérent, que finalement, quand il pleut, c'est comme un tas de sable, ça s'écroule. Et là, vous avez 180 mètres de diagonale et 80 cm de dénivelé. En jardinage, on dit qu'un binage vaut 2 arrosages. C'est parce que ça empêche l'eau de s'évaporer. Donc l'eau qui est rentrée ne ressort pas par évaporation. En plus, vous enlevez en binant toutes les plantes qui pourraient concurrencer votre culture. Donc vous enlevez la concurrence de certaines plantes pour l'eau et vous faites des gros trous qui retiennent pas bien l'eau, donc l'eau est retenue en profondeur. Rétention capillaire, bon. Sauf que votre sol s'érole plus vite, donc il disparaît lentement, mais sûrement. Une fois de plus, tout travail du sol augmente l'érosion et pour le labour dans nos régions, c'est un facteur 10, ça veut dire que les sols de la Beauce s'érodent aussi vite que les sols alpins, pour faire clair. Et surtout, il y a un moment où c'est pas qu'il s'érode. Il y a un moment où, comme il n'y a plus assez de matière organique, le truc s'écroule parce qu'il est plus autocohérent, et c'est ce qui se passe là. Alors il y a un autre problème lié au labour, qui est très mauvais pour l'eau, c'est ce qu'on appelle la semelle de labour. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Bon, je ne sais pas si vous avez eu la chance comme moi de labourer au cheval. Non, parce que j'entends assez quand même mes détracteurs quand je propose des agriculteurs alternatifs pour demain, et qu'on est plusieurs avec des gens de l'INRAE à proposer ça, on dit oui, mais ils n'y connaissent rien, eux. Moi, j'ai labouré au cheval. Et vous savez pourquoi c'était mal fait? Parce que j'étais un gamin, et un gamin n'est pas assez lourd pour appuyer sur la charrue. On appuie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on appuie, puis on soulève le sol qui est au-dessus, mais le sol qui est en dessous, on le tasse. C'est ce qu'on appelle une semelle de labour. Et quand c'est bien tassé, l'eau ne rentre plus. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui sert à garder de l'eau? Les 20 ou 30 ou 40 premiers centimètres selon votre profondeur de labour. Vous vous privez de tout le reste du sol. Et quand même il sera encore fonctionnel, ça, les racines ne passent pas. Donc de toute façon, même s'il s'y passe encore des choses, et même s'il y a encore des choses à manger, c'est pas pour vos plantes. En fait, rapidement, c'est une catastrophe, cette semelle de labour. Et il faut absolument souvent la faire éclater avec des sous-solages qui sont des perturbations encore plus profondes du sol et jamais des très bonnes solutions. Et vous savez quoi? Les inondations à Valence et dans les nord de France, c'est de l'eau qui coule? Ben non. C'est du sol. C'est quand il pleut beaucoup sur un sol qui n'absorbe plus l'eau que sur 20 cm, qu'est-ce qui se passe? Il devient de la boue. D'autant plus qu'il ne contient pas beaucoup de matière organique. Beaucoup des inondations qu'on a vécues sont juste des sols périphériques aux villes, déstabilisés. C'est ça l'histoire. Mais en creux, qu'est-ce qui se cache? Que si on n'a pas de semelle de labour, et que si on a un sol très vivant et plein de trous, et plein de matière organique parce qu'on a fait du 4 pour 1000, on va limiter les inondations. Bon alors, quand il pleut très beaucoup, ça finira par foutre le bordel, mais on peut quand même limiter ça. C'est important parce que je suis en train de vous dire qu'il y a des gestes par rapport au sol, la matière organique et le non-labour, qui peuvent solutionner plusieurs problèmes à la fois. Et si jamais ça a un coût, on a peut-être intérêt à le payer, nous, pour les agriculteurs, sans les laisser. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, deuxième volet d'une conférence donnée le 12 janvier 2026 pour Regard croisé à Nantes par Marc-André Selos sur la composition des sols et leurs possibilités d'utilisation dans le cadre du dérèglement climatique. C'est faire tout seul,
parce qu'il y a quand même ce problème du revenu agricole, parce que sinon on va payer plus cher après. Si ta maison est là, tu regrettes de ne pas avoir foutu 150 € par an dans une assurance qui consiste à financer des agriculteurs pour faire une autre agriculture. Il y a des agriculteurs qui ne labourent plus, parce qu'ils ont remarqué que du coup ils avaient de meilleures réserves en eau. Regardez, Jean-Jacques s'est foutu beaucoup de la gueule de Louis, parce que Louis ne laboure plus depuis 10 ans. Alors Louis, il a des sols qui sont 8 cm au-dessus de Jean-Jacques. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, deuxième volet d'une conférence donnée le 12 janvier 2026 pour Regards croisés à Nantes par Marc-André Selos sur la composition des sols et leurs possibilités d'utilisation dans le cadre du dérèglement climatique. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, deuxième volet d'une conférence donnée le 12 janvier 2026 pour Regards croisés à Nantes par Marc-André Selos sur la composition des sols et leurs possibilités d'utilisation dans le cadre du dérèglement climatique. Parce qu'il y a plus de trous. C'est pas qu'il y ait moins d'érosion en disant... Non, c'est juste que c'est de la chantilly. Donc quand il pleut, Jean-Jacques, ça fait ça, Louis, ça fait ça. Il y a beaucoup plus de matière organique. Alors le seul défaut de Louis, alors déjà, on ne peut plus faire la photo parce que Jean-Jacques, une année, il n'a même pas pu rentrer dans son champ tellement il y avait d'eau. Et donc, il a fallu qu'il demande à Louis de semer avec ses outils spéciaux pour semer sur sol labouré parce qu'il n'avait pas pu retourner. Et l'année suivante, je l'ai rencontré dans une formation d'agriculteur que je donnais. Et il était venu voir à peu près comment ça marchait. Et puis, voilà, maintenant, on ne peut plus faire la photo. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est tout pareil, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un sol beaucoup plus vivant. Vous avez 30% de masse microbienne en plus. Alors, je vais vous... Comment on va rajouter la matière organique sans... Mais on ne la rajoute pas. Ce qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils labourent pas, ils sèment en automne un truc qui pousse et qui détruisent. Et c'est ça, la matière organique, c'est qu'il y a moins de labour, donc ça disparaît moins vite, et vous avez les cultures d'hiver qui sont détruites sur place. Alors, comment ils détruisent, puisqu'ils labourent pas? Au glyphosate. Oui, mais ne me dites pas, parce que là, vous êtes en train de faire une erreur. Il a une demi-solution et un demi-problème. Moi, je sais bien que le glyphosate, c'est pas bon. Sauf que la vie des sols est 30% plus élevée que si on laboure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le glyphosate est pas bon, ça, je me bats contre le glyphosate, d'accord? Et il y a des articles, des tribunes entières dans le monde qui en témoignent. Donc j'ai pas à montrer patte blanche. Mais il n'empêche que le labour, c'est pire. Donc ce mec-là, c'est un type qui a relevé la vie des sols, même si aujourd'hui, il faudrait qu'on lui propose d'autres méthodes que le glyphosate pour détruire ses couverts au moment de semer. Si vous aimez le bio comme moi je mange bio. Comment on désherbe en bio? À la main, si c'est une petite surface. Mais moi, j'ai formé des agriculteurs canadiens. D'ailleurs, je vais les revoir la semaine prochaine. Eux, c'est 800 hectares, la taille moyenne d'exploitation. Ils font à la main? Non. En bio, on laboure. Moi, je ne déduis pas que le bio, c'est mal. Je dis juste que le bio, c'est un énorme progrès. Reste un problème, le labour. L'agriculture non labourée, c'est un énorme problème pour les sols. Reste un problème, le glyphosate. Et je tape pas sur le dos des gens qui ont fait un demi-pas en avant. Je me pose la question sur le fait qu'il y a 10% de la surface agricole en bio en France, 4% de la surface non labourée, et 86% qui labourent et qui met du glyphosate. C'est ça le problème. N'opposez pas les gens qui font une demi-solution, aidez-les à aller au bout de leur solution. Mais c'est pas un plaidoyer pour le glyphosate. Et je vais vous dire, vous voyez la flèche du Parthe? Le glyphosate, les résistances végétales sont arrivées en France. Les mauvaises herbes résistent au glyphosate. Il lui reste 2 ans, 3 ans. Dans 3 ans, les gens vont commencer à plus l'utiliser. Et le drame, c'est qu'on n'aura pas préparé, parce qu'on n'a pas eu assez d'argent du côté de l'INRAE, je suis pas INRAE, moi, je suis muséum, donc je peux le dire, pour préparer les alternatives, qui peuvent être des alternatives mécaniques, ou juste des semis appropriés. Par exemple, ce que vous semez poussera. Donc, vous faites un petit trait dans la végétation rase, vous mettez votre blé qui va pousser tout droit, c'est bon. C'est pas une vue de l'esprit. Moi, je connais des agriculteurs, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas labouré sur du trèfle blanc ras. Sauf qu'ils font ça empiriquement maison. Demain, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des façons d'avoir des couverts qui persistent, qu'on peut tondre au moment où on tond, pour qu'ils soient moins concurrentiels avec ce qu'on sème. Enfin, je ne vais pas vous saouler avec ça. Ce qui est important, c'est que ça marche mieux.
et que malheureusement, c'est que 4% de la surface agricole française, alors que dans d'autres pays qui ont bien compris que c'était un atout par rapport aux réserves en eau, par rapport à l'érosion, et ben en Amérique, par exemple, en Amérique du Nord, le pays de l'autre abruti à cravate rouge, là, c'est 40% de la surface agricole qui n'est pas labourée. Oui, non, mais ça augmente le rendement parce qu'en été, vous avez plus de réserves en eau. Et en plus, il n'y a pas les années où vous ne pouvez pas rentrer dans la parcelle. Parce que, oui, cette parcelle-là, vous ne pouvez pas rentrer dedans, là. Là, vous pouvez rentrer. Donc, non, et ça se développe. Pourquoi les agriculteurs font ça? C'est pas idéologiquement, c'est juste que pour eux, c'est une solution technique. C'est pas comme le bio où là, il y a perte de rendement, donc, il faut des subventions et puis il faut que les gens soient prêts à aider l'agriculteur à le faire, s'ils veulent que ce soit fait comme ça. Ça, c'est vrai pour le bio, mais pour l'agriculture de conservation, je vais y revenir. Alors, je voudrais juste vous montrer cette photo. J'étais l'autre jour dans le vignoble du Médoc. Ça, c'est, je regarde en face, je me retourne et je vois ça. Pas labouré depuis 10 ans, c'est un endroit où on travaille, nous, les voisins. On va pas, bon, ça, c'est Cheval Blanc. Et là, c'est les voisins, on va pas dire leur nom. Ça, c'est l'horreur, hein. Le sol est en train de crever, il fait de l'effet de serre comme un dingue, c'est impossible de rentrer faire quoi que ce soit là-dedans. Mais là, et il y a pas, c'est plat, hein, ça se voit pas forcément sur l'image, mais là, c'est bon, vous pouvez rentrer. C'est pas labouré. Alors, nos anciens, s'ils ont labouré, c'est parce que, regardez, ça désherbe, ça rend poreux, même si les trous s'effondrent et qu'il faut repasser, et puis ça remonte la fertilité, au fait. C'est un travail de vers de terre, sauf que ça les tue, mais ça remonte. Donc, au début, ça marche. Sauf que quelques centaines d'années après, ça perturbe la vie du sol, celle qui fait des trous, celle qui fait de la fertilité, donc la fertilité intrinsèque diminue. D'autre part, ça détruit la matière organique, d'où la stabilité, d'où la réserve en eau. Et donc, vous voyez que votre sol s'érode et contient moins d'eau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui passent en non labouré parce que juste ça améliore la production. Là, c'est pas une agriculture qui pose un problème technique, sauf si on la prive de glyphosate. Alors là, par contre, ça devient très difficile. Même si certains y arrivent, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est des virtuoses ou si c'est juste des gens qui ont trouvé des solutions. On travaille dessus. Je dis on parce que là, moi, j'ai mouillé ma chemise. Hein. Ça m'énerve parce que moi, c'est les champignons qui m'intéressent, mais je m'intéresse aussi un petit peu à ce qu'on va bouffer, ce que vont bouffer nos enfants. Mais aujourd'hui, en fait, à long terme, ça marche pas. Mais ça marche à court terme. Nos anciens ne se sont pas trompés. Sauf qu'en fait, si vous produisez plus, c'est qu'en fait, vous transformez le capital, sol, en rente, la récolte. Donc vous produisez plus, oui, mais votre capital baisse. Et donc finalement, la rente va baisser puisqu'elle dépend du capital. Dans les 53 mesures pour l'eau du gouvernement parues il y a 2 ans, je vous mets au défi de trouver le mot sol. L'eau pleut sur le sol. Donc on pourrait se dire que la première idée qu'on aurait, c'est comment gérer les sols pour qu'ils retiennent l'eau. Vous ne trouverez rien. Alors là, quand on est arrivé ici, on est d'ailleurs presque à la fin, les amis. On a un peu l'impression que c'est que de l'agribashing. Vous m'aurez compris, mon attachement au monde agricole, il est beaucoup plus subtil que ça. L'agriculture, elle peut tout. D'ailleurs, déjà, elle nous nourrit. Et ça, franchement, rien que ça devrait nous envahir de reconnaissance. Non, les sols agricoles, ils vont pas bien, c'est sûr. Mais ils sont pas morts, contrairement à ce qu'on dit. Vous voulez que je vous montre un sol vraiment mort? Eh bien, regardez entre vos pieds, les amis. Il est comment, là? Ça va, les bactéries? Vous avez vu, vous avez été emmerdés par les champignons depuis tout à l'heure? Alors là, vous pouvez poser vos pieds par terre, rien ne vous gangrénera. Hein. Vous pouvez les reposer par terre, il n'y a aucun risque. Même pieds nus, vous ne serez jamais gangréné. C'est ça, le problème. Nous vivons dans un pays qui artificialise à la vitesse de 5 terrains de foot par heure, jour et nuit. Un pays qui artificialise et fait disparaître la surface qui nourrit la ville du Havre chaque année. Un pays qui a, depuis 50 ans, artificialisé 10% de sa surface agricole. Ah oui, parce qu'un détail, les villes sont au milieu de plaines nourricières. Donc quand elles grandissent, ou quand on fait des axes de circulation entre elles, c'est pas de la terre c'est pas de la terre toute sèche, c'est pas des falaises qui disparaissent. C'est de la terre agricole. Nous artificialisons à 3,7 fois la vitesse de notre croissance démographique, et j'insiste sur ça, parce que ça veut dire que c'est pas juste qu'on est plus nombreux, c'est juste que nos modes d'avoir une plateforme logistique Amazon, ou une banlieue pavillonnaire, ou d'aller dans un centre commercial en périphérie des villes, nos modes de vie demandent de l'artificialisation. C'est pas la démographie. Parce que qu'on soit obligé de bétonner pour loger des gens, ça franchement, moi j'ai rien à dire.
Mais c'est pas ça. C'est autre chose. Ah, et au fait, ces villes artificialisées, elles n'ont pas assez de sol. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous fais le dessin de la France en 2050. Moins 10% de précipitations estivales, entre 0 et 10% de précipitations en plus sur l'année. C'est une France où il faut faire des réserves d'eau pour l'été, mais c'est aussi une France où il y a plus d'inondations. Donc là, ça marche pas, cette histoire-là. Ça marche pas. Parce que vous allez me dire, ah oui, il y a des arbres, il y a des îlots de fraîcheur, mais ils boivent comment? En fait, ils vont crever, ces arbres, dans le changement climatique. Ça, c'est à Nîmes. Non, pardon. Nous sommes à Perpignan. Ça, c'est une catastrophe, surtout à Perpignan, ou alors de l'eau en été, en ce moment, c'est là. Bon. Alors, ça, c'est la place de la Concorde. Je vous en parle parce que Anne Hidalgo a dit, on va verdir la place de la Concorde. Et tout le monde a crié, oh, mon Dieu, mais ce patrimoine historique. Alors, regardez les états d'aménagement depuis le XVIIIe siècle. En vert, c'est quand c'est vert. Et puis ça, c'est l'état actuel. L'état dit Hirthof III. C'est un travail haussmannien. Vous y êtes? Même d'un point de vue patrimonial, les villes, même quand il y a des aspects patrimoniaux, les villes n'ont pas toujours été si dénuées de végétation que ça. Et là, j'aimerais vous montrer un travail que font des collègues de l'université de Gdansk, mais je pourrais vous montrer ça aussi en Allemagne, en France un peu moins. C'est ce qu'on appelle, en Pologne, les ogródwodne. À Berlin, on appelle ça les Wassergarten, les jardins d'eau. Ce sont des zones légèrement en dépression où arrive l'eau quand il pleut, avec des mares temporaires, qui boivent l'eau. Hein. Le but, c'est pas qu'il y ait des moustiques et des trucs comme ça. Ça se gorge d'eau quand il y a des précipitations, et ensuite, dans les périodes chaudes, ça fait des îlots de fraîcheur. Et là, bon, je l'ai photographié il n'y a pas trop longtemps, c'était au printemps dernier, donc printemps dernier, bon, en Pologne, on ne sort pas, mais l'été, c'est garni de famille qui viennent pique-niquer. Parce qu'on a le cul au frais, puis les arbres commencent à grandir. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour nos villes, on a vraiment besoin d'une artificialisation plus intelligente. La question, c'est pas de pas faire grandir les villes seulement. Certes, il faut les faire grandir que quand c'est nécessaire. Et les infrastructures de transport, il faut les faire que quand elles sont nécessaires. Mais au-delà de ça, il y a des façons d'aménager qui laissent une part au sol dans la ville. Et cette part, elle est solution par rapport au cycle de l'eau et par rapport au bien-être. Et c'est pour ça que cette loi-là, qui était très difficile à mettre en œuvre, parce qu'en gros, on a laissé les élus locaux faire comme ils voulaient, en décrétant que le Grand Paris ne ferait pas partie de ça, la loi zéro artificialisation nette, tenez-vous bien, Paris s'en était absous. Donc c'est valable que pour chez les ploucs, par contre, eux, là, par contre, non. Mais le Grand Paris, qui est quand même l'artificialisation majeure, ne compte pas. De même que ne comptaient pas toutes les infrastructures d'intérêt national, comprenez-moi, tous les projets de l'État. Par contre, les petites communes, elles, donc il y avait une erreur magistrale politique qui a fait que les élus se sont rebellés et que le Sénat a tout foutu en l'air avec la loi Trace en juin dernier, qui permet maintenant de faire tout ce qu'on veut, à condition de faire du papier, très à la française. C'est interdit, mais si tu as un type qui fait du papier pendant 3 jours et qui remet un dossier comme ça, pouf, c'est autorisé. Et donc cette loi, elle était pas très ambitieuse parce qu'elle fixait l'arrêt de l'artificialisation en 2050, mais elle avait un objectif qui est absolument vital et qui a été sans doute très mal mis en œuvre, ce qui explique le rejet qu'il y a eu et la destruction de cette loi. Mais derrière, c'est un impératif. Dans un pays où nous serons moins nourris, parce que le climat ne sera pas aussi bon, et où nous aurons des précipitations extrêmes et des besoins de réserve en eau en été, moins 10% de précipitations estivales en moyenne en 2050, eh ben, il nous faut des sols, il faut qu'on arrête d'artificialiser. Parce que ce qui est vrai, c'est que le sol, c'est un truc incroyable dans son fonctionnement, mais c'est surtout un outil. Sauf si on n'a pas compris comment ça marche, auquel cas, ça peut être qu'une façon d'accroître les dégâts. Mais c'est la promesse d'une solution. Et cette solution, même si vous êtes formidablement emmerdé, c'est le moment de taper dans les coudes du voisin qui s'est endormi, parce que vous, c'est ça qui vous intéresse, vous ne pouvez pas faire l'économie d'entretenir les coulisses, car ça, ce n'est que le reflet de ce qu'il y a en dessous, bien plus, ce n'est qu'une conséquence de ce qu'il y a en dessous. On pourrait dire, si c'était pas, on pourrait même écrire un livre sur les sols, qu'on pourrait appeler l'origine du monde, tant il est vrai que les sols sont à l'origine de ce que nous vivons, de où nous vivons, de comment nous vivons. On pourrait presque appeler les sols l'origine du monde, si, une fois de plus, ce n'était pas déjà le titre d'une peinture que vous connaissez bien. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes dans les écoles d'agriculture sur le sol aujourd'hui.
Alors, il y a une réponse positive, c'est qu'on leur apprend plein de choses. Notamment, ils ont des centres, des stations expérimentales où, avec des tracteurs, ils sont capables de faire des fosses, de regarder le sol. Donc, les programmes sont remarquables. Mais après, ils s'incarnent dans des équipes pédagogiques qui sont soit des équipes qui propagent une agriculture conventionnelle, c'est-à-dire celle d'hier, qui a les forces et les faiblesses de celle d'hier, soit des équipes qui sont plus novatrices et qui essaient d'envoyer les jeunes en stage chez les agriculteurs ou qui labourent pas, ou des agriculteurs bio, et qui essaient de pousser l'idée que l'agriculture changera. Ce qui est évident, parce que déjà, elle a toujours changé. Je veux dire, moi je vois maintenant Belle-Île, par exemple, il n'y a plus que de l'élevage. Alors que moi, c'était surtout de la polyculture élevage que j'avais vu quand j'étais gamin. Donc, ça dépend vraiment des équipes pédagogiques, et ça, c'est une chose qui n'est pas prise en charge par le ministère, puisque c'est le ministère de l'Agriculture qui est en charge des écoles agricoles. Dans le public, il y a un autre problème, c'est que on peut dire il faut donner de l'argent pour aider les agriculteurs à faire du pas labouré, il faut leur donner mais si les gens n'ont pas compris comment ça marche, et dans le public, malheureusement, il n'y a pas assez d'heures de SVT, il y a en tout et pour tout 2 heures sur les sols dans les programmes, je sais, c'est moi qui les ai mis en seconde, mais comme la seconde, c'est la dernière année où il y a des SVT, et donc tant qu'il n'y aura pas un peu plus de SVT, on ne pourra pas passer ça, parce qu'on sera toute la bande passante sera prise par manger, vie sexuelle, et manger et vie sexuelle, parce que ça, si vous ne l'avez pas dit 25 fois, les gamins, ça rentre pas. D'ailleurs, ça rentre très mal. Il n'y a qu'à voir comment les gens mangent et comment ils se débattent dans leur hygiène de vie sexuelle. En tout cas, les femmes dans ce pays passent pas que du bon temps avec les hommes, vous avez remarqué. Donc, si vous voulez, le truc, c'est de se dire, non mais c'est important, c'est de se dire que c'est vrai qu'il y a un problème dans l'enseignement agricole, c'est un demi-problème, ça dépend des lieux, mais aussi un problème dans la population générale. Et puis alors, dans l'enseignement agricole, il y a un autre problème, c'est que si vous arrêtez de labourer, en creux, ça veut dire que votre père, parce qu'il y a beaucoup d'héritage, c'est souvent de père en fils, ou de père en fille, mais le truc, c'est que ça revient à dire que l'ancêtre n'a pas bien fait. Et ça, c'est à la fois mal perçu par l'ancêtre, qui peut aider l'exploitation à survivre en donnant la main après avoir passé l'exploitation, et c'est très mal vécu familialement. Et puis de toute façon, dès la base, il y a un modèle autopropagé. Alors, c'est grave parce qu'en fait, c'est faux. Si vous regardez bien, moi c'est le discours que je tiens aux gamins quand je vais dans les écoles d'agriculture, je leur demande d'amener une photo de l'exploitation de leur grand-père. On les scanne, on les montre, alors on passe 5 minutes à dire « ah là 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 ». Puis on s'aperçoit que ça a changé. C'était mieux alors, c'était mieux avant ou maintenant? Alors, je dis, non, c'est mieux maintenant. Et après, il n'y a plus qu'à dire, demain ce sera encore mieux, si ça change. Parce que le tracteur à vapeur, là, c'est l'agriculture d'aujourd'hui par rapport à celle de demain. Bon, moi, j'y vais comme ça. Mais je peux vous dire que les réticences socioculturelles sont fortes. Et l'école n'aide pas toujours. Autrefois, on avait des maracanards autour de toutes les fermes. Aujourd'hui, on entend parler des bassines. Et les bassines, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, d'une façon générale, vous avez vu, sur les engrais, j'ai pas dit qu'il en fallait pas, mais je pense qu'il faut pas mettre trop de nitrate et il vaut mieux mettre de la matière organique. Je dis les pesticides, on en met trop, mais on s'en passera jamais complètement. Moi, je suis pas un homme de dogme. Je suis un homme de composition et de synthèse. Et donc, les bassines, moi, je suis ni pour ni contre. Et je ne dis pas que votre question était aussi naïve que ça, et je vais venir au fond. Mais, par exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre le couteau, vous? Pour. Alors, c'est pas si le couteau c'est celui qu'on plante dans les côtes du voisin, on est contre le couteau. Si le couteau ça sert à découper les haricots verts dans la casserole ou dans l'assiette, on est plutôt. Là, la question c'est quelle bassine et où. Moi, je pense qu'il y a des réseaux hydrographiques qui se prêtent à faire des bassines, d'autres pas. Première chose. Alors, la mare à canard, ok, mais il y a un détail, c'est qu'aujourd'hui, on gère des exploitations très grandes, et il faudrait beaucoup de canards et avec des grandes mares. Mais ce qu'elle montre, c'est qu'il y a c'est pas aberrant d'irriguer. Mais par contre, il y a un truc important. Et ça, j'ai beaucoup écrit là-dessus, et normalement, j'ai une tribune qui paraît juste avant le débat à l'Assemblée nationale dans Le Monde sur ces aspects de la loi du plomb qui facilitent l'implantation des bassines. En gros, ça revient à dire, tu veux faire une bassine, tu la creuses. Ça, c'est con. Parce qu'il y a des bassins hydrographiques où c'est pas, voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça empêche l'agriculture d'évoluer. Parce qu'il y a un détail qui vous échappe peut-être, c'est qu'il fera plus chaud. Et il y a beaucoup de nos plantes, même avec assez d'eau, elles supporteront pas la chaleur.
Le problème, c'est dès maintenant de commencer à se dire, il y a peut-être des régions où on va passer du maïs au sorgho, et ça c'est long parce qu'il faut une filière en aval, donc on le fera pas l'année où ça merde, on ne le fera qu'en ayant préparé une évolution des filières. Il y a des régions au Soro-Carcassonne qui sont en train, parce qu'en fait là pour le coup, eux ils ont un problème, c'est que plus rien ne pousse, parce qu'ils peuvent faire des bassines mais il pleut pas. Et ils se mettent à la gaillule. La gaillule, c'est une plante qui fait du latex avec des rendements supérieurs à l'EVA. Ah oui, et puis pas de déforestation. Et donc, alors on verra si ça marche ou pas, mais l'idée c'est d'essayer maintenant, et en soutenant les agriculteurs, pas juste avec des injonctions, de penser plus globalement à une adaptation climatique, sans oublier d'arrêter le changement climatique. Parce que si jamais vous vous adaptez au changement climatique, même bien, c'est-à-dire plus qu'avec des bassines, mais qui continue, vous ne serez plus adapté. Donc c'est pas la peine, quand vous rentrez à la maison et qu'il y a une fuite d'eau, d'éponger avant d'avoir bouché la fuite d'eau. L'adaptation climatique, c'est con si on n'a pas géré le problème à la base. C'est commencer par éponger quand on a une inondation. C'est ça l'adaptation climatique aujourd'hui. Parce que quant à la base, la production de gaz à effet de serre, on n'a toujours pas résolu le problème. Alors, Sainte-Soline, c'est un exemple assez révélateur qui montre qu'en fait, on est dans une polarisation. C'est que c'est pas le pire endroit pour faire une bassine d'un point de vue hydrologique, me disent des copains hydrologues. Bon, c'est pas le pire endroit, sauf que c'est un endroit choisi symboliquement. Et ça aurait été bien d'avoir un endroit choisi symboliquement là où c'est vraiment une connerie. Alors, il y a un autre problème derrière les bassines que vous réalisez peut-être pas, c'est que les bassines, ça demande de l'entretien. Bon, parce que ça sédimente au fond, puis il faut la creuser. Donc, il y a des gens qui investissent, et puis après, c'est eux qui utilisent l'eau. Et en fait, ce qui se passe derrière les bassines, qui fait d'ailleurs pas du coup unanimité dans le monde agricole, c'est que c'est une privatisation de l'eau. Et ça, c'est une grande tendance de l'activité agricole. Avant, les zones de chasse, quand on était chasseur-cueilleur, elles étaient à personne. Enfin, elles étaient à la tribu. Éventuellement, si d'autres venaient chasser chez vous, vous leur cogniez la tête, mais il n'y avait pas la zone de chasse de bidule, la zone de chasse, surtout que quand on chassait le mammouth, on était plutôt en groupe. Ok, bon, c'est vrai que pour le lièvre, on peut privatiser des zones de chasse, mais l'agriculture conduit à des privatisations. Une autre, par exemple, c'est la tentative de certaines entreprises de breveter le vivant et de privatiser certaines semences. Les OGM, c'est ça, c'est d'avoir un geste technologique qui fait que vous êtes propriétaire de la semence. Et l'idée, c'est... Bon, et il y a donc ces trucs qu'on ne réalise pas, c'est que l'agriculture entraîne une appropriation de plus en plus grande du territoire et du vivant. Moi, je dis d'ailleurs, pourquoi pas. Mais derrière les bassines, il y a un truc, c'est que c'est pas vu comme un service public. C'est vu comme des privatisations par des petits groupes. Et donc, si vous n'avez pas la chance d'être dans un petit groupe, comme en plus on ne vous paierait pas une transition écologique vers des cultures qui résistent, il y a aussi ça, c'est que même dans le monde agricole, il y en a qui foncent le nez. Ils voient bien que des bassines, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait la solution pour tout le monde. C'est de commencer à faire des cultures adaptées au climat de demain. Et ça existe, ça existe. Dieu merci, on n'est pas en Espagne. Par contre, je serai en Espagne, je serai inquiet. Et donc je suis un peu inquiet parce que notre tour suivra si le changement ne s'arrête pas. Et pour l'instant, ça va. Il y a mieux à faire que de faire des trous. Non, mais c'est vrai, si on pouvait résoudre les problèmes climatiques en faisant des trous, on serait tous en train de creuser, là. En fait, c'est une exigence de subtilité dans un domaine où nos formations, moi c'est mon métier, donc j'en parle facilement, mais nos formations ne permettent pas forcément de voir la complexité du problème. Et du coup, on se laisse souvent porter au gré d'un avis ou de l'autre, sachant que de toute façon, quand il y a une confrontation, c'est souvent la synthèse qui est le bon chemin. Donc des bassines, mais pas n'importe où, et pas à n'importe quel prix, et pas seulement. Merci pour le cours de phytotechnique que vous nous avez donné. C'est sans doute un des plus beaux cours que j'ai eu en phytotechnie. S'agissant de l'étude de la terre dans l'enseignement agricole... Vous le connaissez vous-même un peu? Vous êtes de la partie? Oui, je suis fils d'agriculteur et j'ai une formation agroalimentaire. Donc s'agissant des cours de phytotechnie, c'est une matière où ce qu'on demande au niveau baccalauréat ou brevet technicien est assez faible au niveau de quantité. Le coefficient est assez multiplicateur et c'est une matière intéressante du point de vue du rendement des points au baccalauréat ou au brevet technicien.
Donc la phytotechnie, oui. Elle s'enseigne de façon différente. On a une étude de la terre pour produire davantage de matière agricole, et la partie écologique se fait dans une autre matière. C'est peut-être le tort. D'un côté, l'écologie, et de l'autre côté, la production. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans les mouvements écologiques. Mais je crois que ce qui a le plus transformé l'agriculture, c'est le pétrole. Plus les cours du pétrole ont augmenté, et depuis 1973 ça a été important, plus l'engrais qui servait en agriculture intensive a été rendu cher, et plus les agriculteurs ont essayé d'économiser l'engrais. C'est par le prix de l'engrais que l'agriculture s'est améliorée. On a très tôt mélangé les herbes, donc mélangé du trèfle blanc ou du trèfle rouge avec du dactyle ou du régras italien ou anglais. On a appris à semer de l'herbe en même temps que le blé pour limiter les labours. Cela étant, moi j'ai toujours entendu dire que la semelle de labour était importante parce qu'elle isolait une couche de terre qui servait à produire. Si on a une semelle de labour qui est trop forte, effectivement, ça prive les plantes pivotantes de racines des aliments qui sont dans la terre profonde. Mais pour toutes les plantes qui ont un racinement de surface, on va dire 20 à 30 cm, le labour me paraissait intéressant. Maintenant, on peut penser autrement. Est-ce que l'agriculture va se biologiser, entre guillemets ? En fait, les surfaces d'agriculture biologique se répartissent assez mal. Les grands emblavements sont faits sur le vin, parce que le vin est un produit où on passe facilement du vigneron au consommateur, alors que d'autres surfaces ne sont pas en agriculture biologique. Est-ce qu'on va progresser ? Certainement, mais il faudrait arrêter d'embêter les agriculteurs pour des raisons qui ne le méritent pas. Les écologistes doivent apprendre que quand on construit une centrale nucléaire, qu'on prolonge une centrale nucléaire comme ça s'est fait à Fessenheim, on ne fait pas pour des raisons politiques l'inverse après en détruisant ce qu'on a construit la veille. Quand on a fini de faire une autoroute, on ne fait pas un procès pour bloquer cette autoroute. On ne poursuit pas des agriculteurs. Il y a beaucoup de choses. Je comprends votre avis. Alors, une chose, il y a un point qui est important, c'est les intermédiaires, qu'il faut quand même mettre en mouvement, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle a les marges, en fait, elles passent dans les intermédiaires. Et moi, je fais partie du conseil scientifique de Pour une agriculture du vivant, qui est un consortium de producteurs, de transformateurs et de distributeurs. Il y a notamment des enseignes de supermarchés bien connues, et qui essaie justement de redistribuer la marge vers l'amont pour encourager une amélioration des pratiques. Alors, sincère ou pas, on pourrait en discuter parce qu'il y a toujours du greenwashing, mais il y a une forme de sincérité parce que qui connaît Pour une agriculture du vivant ici ? Qui connaît l'indice de régénération agricole, qui est un indice qu'on a mis au point et qui permet de juger des pratiques et de leur amélioration ? Bon, donc c'est un truc qui n'est pas destiné à la presse et qui est vraiment technique. Donc, bon, j'aimerais insister là-dessus. Le problème de l'agriculture, c'est le problème de son aval aussi. Et après, c'est vrai que il y a aussi dans l'aval le consommateur, et que le consommateur, il n'est pas prêt à payer une agriculture pour être autre chose que de la bouffe. L'erreur, je pense, dans l'agriculture, c'est de penser que l'agriculture sert à nourrir le monde. C'est faux. C'est faux. Bien sûr, elle doit le faire, ça c'est évident. Mais quand vous avez une activité comme l'agriculture qui gère 50% du territoire, c'est ça en France, 33% en moyenne sur le globe, c'est évident que, comme tout un paramètre de qualité des eaux, de qualité de l'air aussi, parce qu'on pourrait en parler. Vous avez entendu récemment, on nous a dit, voilà, il y a entre 6 et 140 tonnes de pesticides en permanence dans l'air de France. Oui, ça sort du sol quand il pleut, l'air qui sort emmène une partie des pesticides qui n'aiment pas trop être dans l'eau. Ça fait l'eau, ça fait le climat, on l'a dit ensemble. Tout ça, ça mérite une rémunération. Il faut bien comprendre que l'agriculture ne sert pas qu'à nourrir. Elle est un aménagement du territoire et ce territoire doit être multifonctionnel. Et ça peut pas être gratuit. Je vous rejoins. Après, là où je ne vous rejoins pas, c'est dans le raisonnement qui consiste à dire, c'est pas quand une autoroute se termine qu'on fait un procès, parce que à ce moment-là, on fait pas le procès des nazis.
Leurs victimes sont déjà mortes. Ah bah non, non, non. Les procès ont une valeur d'exemplarité. Alors je ne prends pas position sur ce procès-là, c'est compliqué, je ne suis pas en train de prendre position sur la 69. Je suis en train de dire que c'est pas parce que le mal est fait qu'on fait pas de procès. Ça par contre, alors là, un démocrate ne peut pas croire ça. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a une systémie du problème agricole et qu'il faut cesser de taper sur les agriculteurs. Il faut avoir certes un bâton, parce que la réglementation c'est pour tout le monde, et une carotte. Et que vu l'indécence des revenus agricoles, il est plus que temps d'aider, de catalyser ces changements dont on parle, par une aide aux agriculteurs. C'est absolument indécent la façon dont vivent les gens qui nous nourrissent. Ça, là je vous rejoins, hein, ça, parfaitement. Il faut cesser d'avoir juste des injonctions. Et des injonctions parfois naïves, là je vous rejoins aussi, sur les faits et les fonctionnements qui sont derrière. D'accord. Moi je fais de l'écologie scientifique. Il se trouve que je suis souvent plus écouté par les écologues militants que par les politiques. Et ça me fait chier. Parce que c'est pas moi qui ai mérité ça. Mais il se trouve que c'est comme ça. Les gens qui veulent manger avec moi le soir, eh ben c'est pas les sénateurs, c'est plutôt des mecs à col roulé. Bon, je n'ai rien contre les cols roulés, hein, mais vous voyez, finalement, on est précipité dans les bras des militants. L'écologie scientifique est précipitée dans les bras des militants parce qu'elle n'a pas l'oreille des décideurs. Ça, c'est un vrai problème dans ce pays. Parce que nous, on est là, notre métier est de générer des solutions techniques, pas de l'idéologie. Dire que le sol stocke du carbone, c'est pas de l'idéologie, c'est un fait. Et ça, c'est un truc, dur à vivre au jour le jour. Hein. Vous venez d'entendre le deuxième volet d'une conférence donnée le 12 janvier 2026 pour Regards croisés par Marc-André Sellos. Le thème de cette conférence, les sols peuvent-ils être les super-héros du climat ? Marc-André Sellos a participé à plusieurs commissions de programmes d'enseignement pour le collège et le lycée, l'agrégation, le CAPES en sciences de la vie et de la terre. Il a notamment contribué au nouveau programme de SVT dans la réforme du lycée en 2018-2019 et travaille à la défense de cette discipline. Il enseigne depuis 1991 dans de nombreuses universités en France et à l'étranger, notamment en Pologne, et il est chargé de cours à l'École normale supérieure de Lyon et à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous pouvez réécouter cette conférence en podcast sur radiofidélité.fr et vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.